Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les agents contractuels de l'État reversés de 2008 ayant boycotté l'évaluation diagnostique du gouvernement ont fini par céder dans leur grande majorité. Ils étaient pour la plupart à l'évaluation de rachats organisés à leur intention le samedi dernier. Au nombre des enseignants ayant composé figurent des responsables syndicaux qui avaient dirigé le mouvement du boycott du 24 août dernier. Nous allons écouter l'un de ces responsables syndicaux en la personne de Alessandra Adina avant de revenir pour le débat. C'est juste une formalité qu'on est venu remplir parce que nous avons dit et martelé que cette évaluation n'a aucun sens. On ne construit aucune école, aucun pays en humiliant et en stigmatisant les enseignants. Les enseignants sont venus composer parce qu'on a voulu qu'ils composent. Ils s'en foutent de ce qu'on veut en faire. Les conséquences de ce forcing du gouvernement seront drastiques et incalculables. Je vous avoue que des gens ont composé, mais ils sont prêts à quitter la fonction enseignante. Si les gens sont venus composer, ce n'est pas parce qu'ils ont peur d'être radiés, c'est parce qu'ils ont compris que l'évaluation est devenue pour le gouvernement une obsession. On est venu composer parce qu'on a compris qu'il faut en finir avec cela. Les gens ne sont pas venus, ils ont raison. Après le boycott du 24, la peur a gagné le rang des collègues qui se disaient qu'ils avaient tort de boycotter. Nous les avons rassurés, mais nous avons constaté que le grand nombre est du côté de la composition et certains l'avaient déjà fait, plus de 50% l'avaient déjà fait le 24 passé et d'autres s'apprêtent également à le faire. Ils ne nous ont pas cassé cela. Nous avons dit, nous restons convaincus que l'évaluation ne respecte aucun test, mais puisque nous disons souvent que la base qui décide, moi en tant que leader, j'ai pris une direction, mais la base a pris nos directions. Je ne vais pas composer demain parce que je crois en cette évaluation. Je ne vais pas composer demain parce que je veux devenir athée. Je ne vais pas composer demain parce que je veux sauvegarder quelque chose, mais je veux composer demain parce que c'est la volonté du grand nombre. Ma façon de voir cette évaluation n'a pas changé, c'est que cela n'a respecté aucune forme d'évaluation prévue dans les tests. C'est pour cette raison que nous avons appelé les camarades au boycott. Et lorsque vous lisez aussi la déclaration des confédérations, y compris celle à laquelle j'appartiens, et les confédérations ont demandé que le gouvernement prenne les dispositions pour rendre le processus légal avant sa fin. Ça veut dire que tout le monde reconnaît que cette évaluation ne repose sur aucun test. Voilà, à l'instant, Alessandra Adina, un responsable syndicat ou un responsable donc du mouvement ayant dirigé le boycott du 24 août dernier. Alors, Vigile Avancé, lorsque vous écoutez quelqu'un comme ça, un meneur du mouvement de contestation, de boycott, de l'évaluation diagnostique, après avoir créé sur tous les toits que cette évaluation était inappropriée, ils finissent par composer. Quelle impression vous avez finalement de la lutte syndicale? Vous n'allez pas vous attendre à ce que je condamne Alessandra Adina. Pour moi, c'est une posture raisonnable. Parce que, disons, il ne faut pas oublier qu'il a eu quand même la première évaluation, celle donc du 24. Et pour moi, c'était là l'essentiel, c'est là où tout s'est joué, puisque malgré son mot d'ordre de boycott et celui donc des autres syndicalistes, des autres syndicats, la base, comme ils le disent, la base s'est quand même présentée et allée composer, n'est-ce pas? Et pour un syndicat, il faut dire que c'est être aveugle que de ne pas tenir compte de la base, de ne pas tenir compte, n'est-ce pas, de ses syndiqués. Un syndicat n'a de force que par sa base, parce que les syndiqués le suivent. Et voilà, quand vous n'avez pas pu imposer, disons, votre cause ou votre idéal, même si la cause elle est juste, vous n'avez pas pu imposer votre position à la base et que elle a fait cette option, en tout cas dans ce contexte-là, pour le sujet dont il était question. Pour moi, c'est raisonnable qu'après l'évaluation de rachat, que tout le monde puisse
se rallier, n'est-ce pas, et aller composer. Ce rapport de force dont on parle ici, il ne s'agit même pas seulement des enseignants. Il s'agit de tout le pays. Quand vous prenez le contexte juridique, il faut dire que toutes les lois sont contre les travailleurs aujourd'hui. Le contexte judiciaire, est-ce que même si vous avez raison, vous êtes sûr de gagner, n'est-ce pas, un procès? Ce n'est pas si évident, c'est flagrant. Le contexte politique également n'est pas en leur faveur. Mais tous les Béninois ont laissé le feu les entourer, ont laissé comme, n'est-ce pas, ce démon creuser autour d'eux et en dessous d'eux. Et on se trouve là, dans cette situation. Finalement, ce n'est pas seulement aux enseignants et surtout pas aux reversés, donc à des précaires, parmi les précaires, n'est-ce pas, reversés, de relever ce défi-là. Ça aurait pu être un début, mais ils n'en ont pas les moyens. Ils n'en ont pas eu le courage. Le courage. Ils n'en ont pas eu le courage. Donc, pour moi, il faut en tirer les leçons. Et même moi, à la position de ces syndicalistes, oui, j'aurais pris sans doute cette position. Même déjà enseignant, j'aurais composé quand même parce que, pour moi, comme je l'ai dit, quand vous étudiez les rapports de force et ce pouvoir qui est là, n'est-ce pas, je parlais du contexte politique, il n'était pas évident, n'est-ce pas, qu'ils aient gain de cause. Maintenant, je comprends ceux qui n'ont pas rallié la vague malgré, n'est-ce pas, ce rachat-là qui leur a été accordé. Il faut dire que ce qui a facilité les choses, par exemple, pour celui dont on vient d'écouter, n'est-ce pas, les propos l'a dit, c'est que son syndicat, plutôt sa centrale syndicale, l'appelait depuis à ne pas boycotter. Donc, c'est plus facile pour lui. Je comprends maintenant. Et si vous observez bien, ceux qui sont restés dans la radicalité absolue, c'est notamment les syndicats affiliés à la CSTB, les Benoît Caro, les Jean-Marie Noumonville, puis ils ont quand même aussi des noms par ailleurs. Tout à fait. Eh bien, c'est eux qui sont restés jusqu'au bout à boycotter. Il aurait été difficile également, mais je pense qu'ils auraient pu jouer et sauver la face. Mais ils ont fait l'option de la radicalité jusqu'au bout. Ça me rappelle l'une de leurs vieilles revendications, les nouveaux programmes, la suppression des nouveaux programmes. C'était une revendication de la CSTB également. Ça n'a jamais été soustrait de leur mot d'ordre. On ne sait pas comment ça s'est effacé. Mais on en est là. Mais la CSTB n'a jamais démordu qu'on garde, n'est-ce pas, les nouveaux programmes. C'était devenu une revendication éculée. Plus personne ne suivait ça. Pourtant, voilà, ça a disparu subitement et de même, comme par enchantement. Saturnel Yossou, dans ce conflit ou dans ce bras de fer qui oppose les travailleurs, les enseignants à ce 2008, reversés donc agents contractuels de l'État, finalement, c'est le gouvernement qui a gagné. C'est le gouvernement qui a pris le dessus, on dira le plus fort, puisque Vigile le disait tout à l'heure, dans ce rapport de force, il faut comprendre que le gouvernement avait une longueur d'avance sur ces travailleurs-là. Mais lorsque vous avez milité pour le boycott et vous revenez quelques jours après pour composer, Vigile parlait de raisonnable, mais est-ce que c'est pas aussi humiliant? C'est raisonnable, je préfère rester sur cet aspect de la chose. Le dernier combattant qui a lutté jusqu'à la mort, jusqu'à la déportation, peut-on dire, on en a connu encore de nos jours avec les Laurent Métognon et ses compagnons qui continuent d'être fiers de leur parcours, qui ont accepté aller en prison, la tête haute, ne se reprochant rien, la conscience tranquille. Je faisais allusion à ce dernier combattant, ça me rappelle comme le requin, le discours d'adieu de Béhanzin, où malgré l'adversité, Béhanzin disait qu'à son destin, il ne fera pas d'eau, qu'il marchera, quelle que soit la dérive, il ne voudrait pas qu'au pays des morts, le douanier trouve souillure à ses pieds. Donc, advienne de lui ce que voudra Dieu. Je paraphrase. Tout à fait. Tout à fait. Alexandre Adien n'est pas Béhanzin. Et vous avez parlé de rapport de force. Oui, le gouvernement avait déjà une longueur d'avance. C'est les textes qui existent, qu'il a fait adopter par l'Assemblée nationale et qui lui donnent la possibilité
même si un agent devant lui ne commettait aucun tort, de mettre un terme à la carrière de cet agent et de le contenter avec ce que prévoit cette loi qui régit la fonction publique sur l'embauche et tout ça. Qu'adviendra-t-il alors quand il serait en face d'un agent qu'il prend pour récalcitrant, qu'il prend pour rebelle? Il fera de lui du boucher, comme on le dirait. Et cette longueur d'avance du gouvernement a été renforcée par une deuxième longueur d'avance, si je peux ainsi dire, le 24 août dernier, où les arguments dont dispose le gouvernement pour que ceux qui avaient boycotté le premier rendez-vous rejoignent la cohorte le week-end dernier, c'est qu'on a eu 75% d'enseignants contractuels qui ont répondu présent, selon les chiffres avancés par le gouvernement. Je ne dirais pas le gouvernement, je préfère dire l'office du baccalauréat qui est organisé. Ça, j'ai toujours dit, ça me paraît plus crédible que autres chiffres qu'on pourrait prêter à des camps, parce que le gouvernement est dans son camp, les enseignants contractuels sont dans leur camp, mais il y a quelqu'un qui a été sollicité de façon technique pour, comme arbitré pour diriger l'évaluation. C'est l'office du baccalauréat à qui on reconnaît une certaine crédibilité, qui a dit 75%. Je l'ai entendu par la suite de Alexandre Adina aussi avancer ce taux de participation. Donc je me dis que ça renforce le chiffre que Alphonse Da Silva avait publié. Quand on entend que 75% de ceux avec qui vous luttez, de votre armée, à qui vous avez promis aller jusqu'à la mort, des soldats qui vous ont dit on va jusqu'au bout, le jour du combat, vous allez au front, vous vous rendez compte que vous n'êtes que seul avec quelques caporaux derrière vous, et puis finalement la bataille s'achève et l'adversaire porte son uniforme, fait porter à vos coéquipiers, à vos frères d'armes, son uniforme, et vous dit tu vois, la bataille s'est achevée, j'ai pu prendre 75% de tes soldats, il ne reste que 25%. Tu as la chance, soit tu rejoins les 75% que j'ai pris de ta troupe, ou soit je viens t'achever. Béhanzin a fait le choix d'être achevé d'une manière ou d'une autre. Je l'avais déjà dit, Alessandra Guina n'est pas bien. C'est raisonnable de se ranger dans ce cas, de savoir que le rapport de force n'est pas en sa faveur et d'aller de l'autre côté. Libre à ceux-là qui ont pensé que, quel que soit Alpha, ils n'iront pas composer les gens comme Benoît Charo, qui ont tenu jusqu'au bout. Advienne que pourra, le gouvernement fera de ce qu'il... Vous condamnez ceux-là qui ont dit nous ne cédons pas à la peur, vous condamnez ou ça dit, est-ce que leur position aujourd'hui face à ce qui se passe, vous pensez qu'ils auraient peut-être fait comme les autres? S'il faut rester raisonnable, on pourrait dire que c'est un combat perdu d'avance. On pourrait, je suis en train d'avancer sur des pistes d'analyse, on pourrait dire que c'est un combat perdu d'avance, parce que si désormais on avait parlé de 75%, celui à qui ils font face réussit à avoir 99% de ses adversaires, en tout cas des soldats de l'autre camp dans sa troupe, et il n'y a que Virgile, vous et moi, qui restons à 3, et qui bombons le torse et qui disons à l'armée en face qu'elle ne peut rien contre nous. C'est peut-être pas pitié pour nous qu'elle ne cherchera pas à prendre nos vies. Eux, ils ont accepté s'offrir. J'ai écouté Benoît Charo dire que ce n'est pas pour la première fois qu'on leur a dit de la fonction publique. On l'aurait radié si c'était le cas. Cela n'aura pas été pour la première fois qu'il paie son job. Il avait été, je crois, en tant qu'enseignant du primaire, il avait subi le même sort. Il a été radié. Pas d'autre mécanisme. Il est revenu en tant qu'agent contractuel de l'État, reversé en 2008. Et il s'expose aussi à la radiation. Il y a des gens qui ont des convictions qu'il faut respecter, des convictions auxquelles ils tiennent jusqu'au bout. Ils mourront à martyrs, diront leurs frères d'armes, leurs combattants qui tiennent comme parce que Benoît Charo, n'oublions pas, si on doit chercher la fibre, on le retrouvera du côté du Parti communiste du Bénin. Vous savez que c'est des gens qui ne démordent pas. Autant mourir, autant accepter se faire harakiri que d'accepter la honte. C'est des gens qui ont cette éducation, qui ont cette fierté en eux et qui combattent la justesse qui défendent la justesse de leur cause jusqu'à la mort et veulent que l'humanité retienne que c'est ce qu'ils ont été, c'est ce qu'ils sont
et qui n'ont pas été, comme le diront d'autres, lâches, qui n'ont pas dû déposer les armes pour rejoindre ceux qu'ils étaient en train de dénoncer, parce que vous avez entendu Alessandra Adjina par exemple dire que l'évaluation ne répond à aucun texte et que même les 6 confédérations syndicales qui ont appelé les enseignants à aller composer ont dû demander au gouvernement de faire tout pour légaliser le processus, pour que le processus devienne légal avant son aboutissement. Donc si tous autant qu'ils sont à la base trouvent que ce n'est pas légal, et pourtant ils y vont, c'est peut-être une manière pour eux de prouver leur bonne foi et au gouvernement de prouver la sienne quand viendra le moment. Vigile avancé, lorsqu'on sait déjà que ces enseignants, quoi qu'il advienne, ils ne pourront plus faire la grève ou aller en grève comme ils veulent. C'est désormais 10 jours par an. Voilà, et on les expose également à une évaluation. Ils ont au départ refusé, mais finalement, ils composent. Quel est finalement l'avenir de la lutte syndicale lorsqu'on sait que la principale arme utilisée contre ces travailleurs, c'est encore la peur? Aujourd'hui, la lutte syndicale n'a plus d'avenir. Vous allez à la bourse du travail, vous discutez avec eux. Ils n'ont plus les moyens, n'est-ce pas, pour faire face, disons, à la lutte syndicale comme auparavant. Étant donné que, oui, c'est vrai, et ça également, c'était une faiblesse, que la lutte syndicale au Bénin se limitait presque uniquement à la grève. Donc, il n'a pas d'avenir. De mon point de vue, ce qui a manqué, c'est ça qui est plus grave, c'est la réflexion à l'adaptation à la situation. Quand vous les interrogez, vous avez l'impression, oui, ils ont fait des recours, n'est-ce pas, à l'international pour, n'est-ce pas, casser ces lois. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible. Peut-être que le Bénin va être condamné, mais jamais l'international ne viendrait, le BIT ne viendrait légiférer à la place des dirigeants. Donc, et Patrice Talon, comme sur d'autres terrains, il sait ça, il connaît ça. Il sait que, bon, lui, il aura l'état des lieux dont il a besoin, n'est-ce pas, pour avancer en ce moment. Quand le train va siffler, peut-être siffler la fin, lui ne serait plus là, mais il aurait quand même passé son chemin. Et donc, c'est aujourd'hui l'une des faiblesses de la lutte syndicale, si vous voulez. Ils ont refusé de réfléchir, et mieux, ils ont fait le choix, je vais dire, de pactiser avec le pouvoir. Peut-être que ce n'est pas, disons, un choix délibéré. Peut-être que c'est stratégique. Je ne sais pas. Parce que, contrairement à ce que vous disiez, ceux-là qui, n'est-ce pas, sont restés dans la logique de boycott jusqu'au bout absolu. Oui, je respecte aussi leurs convictions, mais l'histoire militaire est émaillée, n'est-ce pas, de replis tactiques pour des armées qui ont fini par gagner quand même des victoires. Et là, on n'est pas... C'est même juste un combat. C'est pas la lutte n'est pas terminée de mon point de vue. Et j'ai commencé en disant que les enseignants et pas même seulement les reversés de 2 minutes ne pouvaient porter à eux seuls, n'est-ce pas, les faiblesses de la lutte syndicale au Bénin, les faiblesses du contexte sociopolitique tout court, avec l'insécurité juridique, judiciaire, politique et tout ce que j'ai cité tantôt. Voyez, ils ne peuvent pas porter cela. Pour moi, ce qui aurait été plus raisonnable, je le dis encore, c'était, n'est-ce pas, d'étudier cet état des lieux et d'aller à cette évaluation. Pourquoi? Parce que ils ont fini d'être achevés quand on a voté cette loi-là, quand cette loi-là existe, désormais dit, même s'ils ont raison, oui, ils ont raison. Même s'ils ont raison, on leur donne 3 mois de salaire. Et puis le problème est réglé. Et puis le problème est réglé aussi, on est généreux avec eux, on leur donne 9 mois. Ou vous faites l'option, n'est-ce pas, de la lutte à long terme et vous vous engagez comme ils se sont engagés, eux qui ont boycotté également le 7 dernier. Et ça, c'est bon pour la pédagogie. C'est bon pour la pédagogie, pour l'exemple, n'est-ce pas, la conviction jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça va donner?
ça dépendra quoi, de l'avenir, mais il faut faire le pari du temps également pour certaines choses dans la vie. Et ça également, je salue cette option. Mais comment vous trouvez le comportement de la base qui ne suit finalement plus les mots d'ordre et qui finalement se dit, la base qui se dit, écoutez, nous ne voulons plus suivre ces responsables syndicaux, on préfère peut-être sauvegarder notre emploi que de parler de militantisme? Une, deux ou trois choses. La base dont vous avez parlé a été plusieurs fois éprouvée, n'est-ce pas, par des syndicalistes, des responsables syndicaux, je n'exagère pas le mot, véreux, qui sont allés, n'est-ce pas, prendre de l'argent, faire, n'est-ce pas, de la lutte syndicale un fonds de commerce, et particulièrement dans le monde enseignant. Donc, suivre des responsables syndicaux, ce n'était plus trop facile. Donc, ça a eu pour conséquence, je vais dire, d'individualiser les sorts simplement. Et quand vous prenez, c'est la deuxième raison, quand vous prenez le sujet en question, à savoir aller ou ne pas aller à l'évaluation diagnostique pour garder, n'est-ce pas, son emploi, vous voyez que ce sujet, cette question est plus personnelle que un sujet de corporation. Et donc, chacun a voulu plutôt réduire ça à son niveau. Et là intervient la troisième raison, à savoir les pressions. Les pressions, c'est tout direct. C'est sur l'individu, c'est sur l'enseignant. Et ces pressions, c'est qui? C'est les parents, c'est la famille, c'est la femme, c'est ceci, c'est cela, c'est l'entourage, tout court. C'est lui-même, enseignant, qui n'a plus arrêté de réfléchir. Et il réfléchit avec les éléments que j'ai déterminés tantôt, à savoir l'insécurité qui est créée, à savoir les interlocuteurs en face, le pouvoir et son comportement, sa psychologie et tout. C'est également cela. Donc, ils ont réfléchi avec tout ça et ils ont rapidement tiré les conclusions. Et il est très probable que quand vous mettez tous ces éléments ensemble, la conclusion, disons, raisonnable à tirer, c'est accepter ce repli tactique et peut-être pouvoir, avec le temps, n'est-ce pas, si c'est possible, l'histoire est pleine de cela, hein, sinon, disons, Mussolini serait encore en place en Italie. Comment vous avez dit, le russe, les grands dictateurs, hein, Mobutu serait encore là, voilà, Yademan serait encore là, tout a une fin. Et ils savent, bon, peut-être ils veulent écrire avec les autres histoires grand H. Et, puisque vous en parlez, je vais vous dire ceci, ceux-là qui ont boycotté, le pouvoir, Patrice Talon, ne cherchait pas meilleur que la situation ou l'option de Benoît Charot. Hein. Le pouvoir, Patrice Talon, ne cherchait pas meilleur que ceux-là qui vont boycotter jusqu'au bout, notamment les responsables syndicaux. Parce que si vous avez suivi le pouvoir, Patrice Talon, juste là, si vous avez suivi sa psychologie, sa démarche. Oui, sa démarche. Vous allez voir en 2016, avril, mai, juin, on criait non à la bourse du travail, c'est syndicaliste, il parlait de Pascal Todino, Lokosu et consorts, que ce n'est pas possible qu'il soit là depuis plus de 30 ans et que, voilà, la fonction. Et ça a été subrepticement mis dans la tête de tout le monde, et tout le monde criait, tout le monde disait ça. Dans les médias, on n'en finissait plus, c'était dans l'opinion. On les a mis à mort, ou plutôt on les a mis à la retraite, à la touche. Quand vous entendez ça, le pouvoir n'a même plus besoin de 10 mots. Et là, la vague était au départ à la fin d'une saison. Ils sont partis. Oui, il avait Laurent Métoyon qui, lui, était quand même resté. Vous avez vu comment ça a été réglé, par exemple. Donc, le même pouvoir aurait beau jeu d'effacer les jusqu'au-boutistes simplement du système, et c'est sans doute ce qui va se passer. Certains, j'en ai entendu, hein, voilà, Joseph Aymassé, certains ont demandé, mais dans ça, il est où? C'est vrai, il n'est pas concerné, mais Joseph Aymassé, tel qu'on le connaît, et qu'on connaît sa commission, il serait monté au créneau, n'est-ce pas, pour venir en aide, n'est-ce pas,
oui, à ses camarades, enseignants, à ses enseignants. Mais Joseph Aymansé, malgré sa conviction, malgré tout, il reste fait de chair. On l'a fait passer par la case, prison. Il n'a même pas encore fini d'embrasser ses enfants à la maison. Et puis ça là commence, vous comprenez. Et puis on l'a mis dans une situation bizarre voilà, qu'il peut-être expliquera lui-même quand il voudra. Et donc le pouvoir utilise tous les moyens et c'est un pouvoir qui ne laisse rien au hasard. Moi je ne dis pas intimider, mais pour atteindre son but. Pour atteindre son but, il ne laisse rien au hasard. Donc face à ce schéma, si vous ne réfléchissez pas très bien, vous allez prendre une décision pour simplement accomplir, disons, le plan de votre vis-à-vis et de votre adversaire. Mais à observer les choses de près, est-ce qu'on peut déjà dire que le gouvernement a gagné ou le gouvernement quand même a imposé sa vision lorsqu'on entend par exemple des gens comme Alexandre Adina dire si je suis venu composer, je ne suis pas venu composer pour être un agent permanent de l'État. Je ne suis pas venu pour satisfaire les exigences du gouvernement. Je suis simplement venu pour ma famille, pour la pression sociale que je reçois. Est-ce que vous ne voyez pas que dans les jours à venir, la situation pourrait encore retourner? Je ne pense pas qu'elle retournerait autrement. Lui, il a déjà tiré son épingle du jeu en choisissant de sauver sa tête. On ira chez moi, mais c'est que lorsqu'on vous annonce une mort, qui sera une mort collective et que c'est toute la commune ou toute la population qui partira d'un coup. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Tous nous partirons. Donc, c'est un sort commun. Mais lorsque on vous annonce la mort et on définit les critères de cette mort-là pour abattre et que vous constatez que, oui... Vous vous retrouvez dans ce lot-là. Ça dépend de vous, en fait. C'est pas que vous vous retrouvez dans le lot. Ça dépend de vous. Que la mort vienne à vous abattre, ou qu'elle n'arrive pas à vous abattre. Vous comptez sur la mort communautaire, parce que vous êtes entendu avec votre communauté. Vous vous êtes dit, quel que soit Alpha, nous allons tenir. Et cette technique a marché au niveau des enseignants qui étaient contre des mesures prises par le gouvernement. N'oubliez pas que quand le gouvernement a organisé une première évaluation des enseignants, je crois, du primaire, ils sont partis, les résultats sont sortis, ils ont dit 80 et quelques %. Le gouvernement a dit reprenons, ils ont dit niet, nous n'allons pas reprendre. Et dans leur majorité ne sont pas allés composer. C'est plutôt à ce niveau-là, c'est le gouvernement qui a souffert, mais qui n'a pu rien faire. Par la suite, le gouvernement a prévu d'autres évaluations. Et à chaque fois qu'il se retrouvait devant un cas massif, un cas de boycott massif, il n'avait pas le choix. Il était obligé, malgré tout ce qu'il a dépensé dans l'organisation, malgré tout ce qui a été mobilisé, il n'avait pas de pièce de rechange. Il s'est plié à la loi de la majorité. Il a tiré le son de ce qui s'est passé. Il a mis en place, il a voulu lancer une bombe. Des documents ont fuité. Il y a eu de la communication autour. Ceux qui sont réticents ont exprimé leur réticence. Il a changé de manière de communiquer. Il a essayé d'apprivoiser certaines personnes. Il a essayé de convaincre, d'amadouer une partie de ceux-là qui pourraient être des opposants ou des résistants à sa réforme, parce que toutes les réformes aujourd'hui au Bénin, toutes les mesures deviennent des réformes. Il a essayé d'avoir la majorité qui a accepté pour dire, bon allez, allons-y, c'est pas grave ce qui veut se faire, c'est pour notre bien, c'est pour le bien de l'école et tout ça. Du coup, vous qui vous étiez entendu avec toute la communauté pour que la mort soit collective, vous vous rendez compte que vous êtes seul. Il y a de quoi faire ce choix-là. Parce que Alexandre Adina, comme d'autres qui ont fait l'option d'aller composer, ils sont une famille. Et quand ils vont perdre le boulot qu'ils ont, que deviendra la famille dans cette atmosphère que nous connaissons déjà délétère, où il y a morosité, ceux qui ont de boulot s'en sortent difficilement. Qu'en est-il pour ceux qui n'en ont pas? À penser à sa famille, les pressions étaient venues de toutes parts. La belle famille, les amis, les enfants, papa, il faut aller, sinon bon. Finalement, il y a le côté affectif qui prend le dessus, le côté émotif qui prend le dessus. Et on fait le pas. Et c'est là qu'on écrit l'histoire à rebours. Quand on dit que le leader a pris une direction et la base a pris une autre, le leader, il donne l'exemple jusqu'au bout. Quand il veut mourir, il meurt. Et même cette base qu'il a abandonnée,
vient à ses funérailles et s'incline devant sa dépouille pour dire on est fier de toi, même si on ne t'a pas suivi. Et demande pardon au leader pour dire pardon pour t'avoir trahi, mais tu as été un bon leader, nous t'aimons, et puis tout ça. Pourquoi célèbre-t-on les Thomas Sankara, on parle de cas d'assassinat, et puis il y a d'autres présidents qui ont marqué le continent, qui ont été résistants face aux coloniaux, qui ont voulu changer les choses à leur manière, et qui n'ont pas eu peur, quitte à se faire assassiner par leurs plus proches collaborateurs, leurs plus proches amis. On les célèbre à cause de cette bravoure-là. Et je trouve que ça manque de plus en plus de nos jours, parce que oui, comme Vigile l'a dit, le pouvoir, de façon méthodique, a essayé d'éliminer les obstacles que lui-même, hier, en position d'adversaire à un gouvernement, a utilisé. Des pions que lui-même, hier, marquis, comme on le dirait, a utilisé pour tenir tête au gouvernement qui est là. Et une fois dans cette position de président de la République, quand on sait les couloirs par lesquels on a eu à prendre, quand on sait les instruments qu'on a utilisés pour mettre en échec la politique d'un gouvernement, pour tenir tête à un gouvernement, pour rendre le pays ingouvernable à un président de la République, quand on arrive tout de suite, on connaît les sujets. Il faut fermer ces... On va les maîtriser tout de suite, et c'est ce que Patrice Talon a commencé par faire. Il faut reconnaître que ces secrétaires généraux, d'alors qu'ils sont partis, se disaient, bon, celui-là qui est arrivé, on a quand même d'une certaine manière composé avec lui. Ça ne sera pas comme Souboni Yahi. Il y avait eu cette confiance de départ. Quand ils ont senti la velléité tout de suite, certains sont restés jusqu'à un certain niveau, les Paul et Seiko, mais on finit par abandonner. On laissait leur confédération syndicale dans des mains d'autres personnes. Et vous avez constaté la position de la nouvelle génération des secrétaires généraux de confédération syndicale. C'est des gens qui sont d'abord des modérés, à part Kassamampo, qui oui, PCB, le rouge, toujours là, la vivacité, tout ça là, l'ardeur, c'est toujours là, mais les autres, c'était affiché comme des modérés. Pour plus tard subir quelques assauts, ils peuvent dire quelque chose aujourd'hui, demain revenir. Pour plus tard encore, s'afficher clairement aux côtés du gouvernement pour encourager les travailleurs à y aller. Et quand vous êtes travailleur et vous constatez que ceux qui sont devant, qui vous haranguaient, qui vous donnaient le courage, qui vous exhortaient à aller au sacrifice, à ne pas avoir peur, vous vous rendez compte que, bon, eux aussi, la peur a gagné leur rang à la base, et puis ils sauraient en être autrement. Vous tirez votre épingle du jeu, vous dites, ben, allez. Mais Vigile avancé, jusque-là, nous n'avons pas les résultats. Et la rentrée est là, c'est dans quelques jours. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y aura un impact, il y aura des conséquences sur le bon déroulement de cette année académique? Disons, celui qui tient le gouvernement n'a pas encore dit qu'il est embrouillé. Donc, laissons le petit garçon encore chercher son chemin. Pour moi, oui, ça devrait avoir un impact en principe, hein, parce que la rentrée, c'est le 16 septembre prochain, donc oui, c'est dans moins d'une semaine, n'est-ce pas? Et on en est là. Mais bon, disons que quand on a gagné une bataille comme celle-là, on peut aller dormir 2 jours. La rentrée est là, c'est pas quand la rentrée va commencer qu'il faut annoncer, par exemple, cette nouvelle. Vous avez moins de 10, ça peut également agir sur la psychologie des enseignants. Non, la psychologie, non, moi je ne pense pas que ce soit cela. Ça pourrait créer un petit cafouillage au début de l'année, mais moins grave que ce qui aurait pu arriver si, disons, les enseignants avaient pu boycotter presque, enfin, en majorité, disons, on n'aurait jamais eu 100%, mais avaient boycotté comme les premières évaluations à 90-95%. Cette évaluation, si ça avait été le cas, imaginez, donc ça aurait été plus compliqué. Donc aujourd'hui, ça va mettre un peu de temps, mais les choses vont vite se mettre en place, de mon point de vue. Saturnin Dossou, si le gouvernement doit passer également à l'acte, c'est qu'il y a des gens qui doivent être radiés. Donc on peut déjà, avec ce gap-là qu'il faut combler, en manque d'enseignants ou certaines classes sont multigrades, comment est-ce qu'il faut gérer tout ça? Ne perdez pas de vue quelque chose. J'ai entendu Kassamampo aujourd'hui, quand il fait le point de la rencontre, il faisait le point avec de la rencontre avec le gouvernement, les négociations du week-end dernier, de la semaine dernière, dit qu'il y a des classes qui sont en train d'être fusionnées. Et a donné un chiffre hallucinant de salles de classe qu'on va devoir fermer. Et quand on dit on ferme des salles de classe, cela veut dire que les enseignants qui s'occupent de ces salles doivent aller ailleurs. Et s'il faut en trouver dans le lot de ceux qui n'auraient pas été compétents pour faire la purge, c'est que le gouvernement a là, il a sa carte. Ce qu'il faut craindre, c'est quoi?
quand la rentrée va commencer, il y aura de bouleversements. Déjà, c'est vrai, il faut que la rentrée commence avec les classes fusionnées, qu'on sache qu'il y a tel nombre de classes et on a besoin de tel nombre d'enseignants pour y aller. C'est sûr que le gouvernement suit sur ces différents tableaux et saura réajuster. Ce qui va poser problème, c'est que la rentrée commence et qu'on demande en pleine année scolaire aux enseignants de suivre une formation même pas la formation parallèle. On les muterait, on les enlèverait d'une localité pour une autre alors que la rentrée a commencé. Ça serait délicat. Mais le reste, si le gouvernement trouve la mesure de gérer les formations, je crois que le ministre Maouyon Kakpo et autres en ont parlé, la méthode qui serait adoptée pour que ceux qui ne sont au moins de 10 soient en situation de classe et continuent dessus. Je crois qu'ils ont parlé de formation modulaire et tout ça. Le défi, en tout cas, ce à quoi les autres, le gouvernement, c'est qu'à l'heure de publication des résultats, qu'ils sachent comment faire. Parce que si on jette les enfants, je ne dis pas les enfants, les enseignants en vindicte populaire pour les apprenants, ils deviendront la risée des apprenants. Un apprenant peut voir son enseignant, même en classe, pour dire, bon, encore qu'on apprend qu'il y a des enseignants qui ont eu 0 en dictée. Qui ont eu 0 et tout ça là. Donc, voilà. Que le gouvernement sache communiquer pour ne pas, je ne sais pas, ternir davantage l'image des enseignants, une image qui est déjà en difficulté. Merci à vous, Saturnin Djossou. Merci également à vous, Vigile Avancé. Merci pour ces échanges-là. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission intégrale.